Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fraudeur le hacker et vous. Je suis Alexandre et aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement difficile. Un sujet qui touche des milliers de personnes chaque année, mais dont on ne parle pas encore suffisamment. Les fraudes à l'amour. Mais attention, cet épisode n'est pas destiné aux victimes directes, il est pour vous. Vous qui voyez votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, un ami ou même un collègue s'enfoncer dans une relation qui semble irréelle. Vous qui avez ce sentiment au creux du ventre que quelque chose ne va pas. Vous qui ne savez pas comment réagir sans blesser, sans braquer, sans perdre cette personne que vous aimez ou que vous appréciez. Si vous êtes dans cette situation, restez avec moi parce que aujourd'hui on va parler de comment reconnaître les signes de cette fraude, mais surtout, et c'est le cœur de cet épisode, comment accompagner un proche avec bienveillance pour l'aider à voir la réalité sans le perdre en chemin. Avant de parler d'aide, il faut comprendre ce qu'on affronte. La fraude à l'amour, ou romance scam en anglais, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, en fait, c'est une arnaque où un fraudeur crée une fausse identité, souvent en volant les photos, voire même l'histoire de quelqu'un d'autre, ou en créant un faux profil grâce aux intelligences artificielles, et ça dans le but d'établir une relation amoureuse fictive avec sa victime. L'objectif final ? L'argent. Mais le chemin pour y arriver passe par quelque chose de bien plus puissant, les émotions. Et c'est ça qui rend cette fraude si dévastatrice. On ne parle pas d'un email d'un prince nigérien, on parle des semaines, on parle de mois de conversations quotidiennes, de bonjour mon amour chaque matin, de confidences partagées, de projets d'avenir construits ensemble, de tu es la personne que j'attendais depuis toujours. Et ces fraudeurs sont des professionnels de la manipulation émotionnelle. Voici un peu comment ils vont opérer, par exemple en faisant ce qu'on appelle du love bombing, c'est-à-dire que dès le début, ils vont inonder leurs victimes d'attention, de compliments, de déclarations d'amour. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu me comprends parce que personne ne m'a jamais vraiment compris. Et cette intensité crée rapidement un attachement émotionnel puissant. Et puis, il y a l'isolement progressif. Subtilement, ils créent un monde à deux. Les autres ne me comprennent pas, et puis ils comprennent pas notre connexion. Tu sais, je pense que ta famille ne veut pas vraiment ton bonheur. Et donc petit à petit, la victime se tourne exclusivement vers cette relation. Et ensuite, ils vont créer une histoire crédible. Ils se présentent souvent comme des militaires en mission, des ingénieurs sur des plateformes pétrolières, des médecins humanitaires. En fait, des professions qui justifient l'éloignement et l'impossibilité de se rencontrer en personne. L'empêchement systématique des rencontres. À chaque tentative de rendez-vous, quelque chose arrive. Un accident, une urgence professionnelle, un problème de visa. Il y a toujours une raison pour laquelle la rencontre est reportée. Et puis vient la demande d'argent. Jamais brutalement. Toujours avec une histoire émouvante, une urgence médicale, des frais de voyage pour enfin se rejoindre, un investissement bloqué. Et la victime, profondément attachée à cette personne, qu'elle croit connaître, elle envoie de l'argent. Le plus cruel dans tout ça, les fraudeurs ne travaillent pas seuls, il faut le savoir. Ce sont souvent des réseaux organisés avec des scripts éprouvés, des équipes qui se relayent pour maintenir le contact 24 heures sur 24. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir si un proche est tombé dans le piège ? Disons qu'il y a des signaux d'alerte classiques. La relation s'est développée entièrement en ligne, par exemple. Souvent sur les réseaux sociaux ou des sites de rencontres. Malgré des semaines ou des mois de relation, ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Chaque tentative de rencontre échoue, pour une raison indépendante de leur volonté. La personne refuse ou évite les appels vidéo. Et puis quand ils ont lieu, il y a toujours un problème technique. La caméra fonctionne pas, la connexion est mauvaise, tu sais, je suis loin. On peut recevoir, en revanche, de temps en temps, une vidéo enregistrée sur un téléphone portable. Mais en fait, c'est un faux, complètement créé par une intelligence artificielle. Un autre signe, votre proche a commencé à envoyer de l'argent, ou parle de le faire. On lui demande des virements, des cartes cadeaux, des crypto-monnaies, parfois d'ouvrir un compte bancaire ou de servir d'intermédiaire financier. Et puis la relation a progressé anormalement vite. En quelques semaines, on parle déjà de mariage, de projet de vie commune, d'amour éternel. Le partenaire a toujours une vie compliquée, qui justifie les demandes d'aide financière. Des enfants malades, des problèmes juridiques, des héritages bloqués. Mais au-delà de ces signaux techniques, observez bien votre proche. Est-ce qu'il ou elle devient secret,
évasif quand vous posez des questions sur cette relation? Est-ce qu'il y a un changement de comportement? Plus de temps passé sur son téléphone? Moins de disponibilité pour vous? Est-ce que votre proche devient défensif ou même agressif si vous émettez le moindre doute? Et je dirais que ce dernier point est crucial parce que si vous êtes ici, en fait, c'est certainement parce que vous avez probablement déjà essayé d'en parler et que ça s'est mal passé. Avant de parler de solution, je veux qu'on prenne un moment pour comprendre pourquoi votre proche ne voit pas ce qui vous semble à vous évident. Et c'est important que vous entendiez ça. Ça n'est pas une question d'intelligence. Des médecins, des avocats, des professeurs d'université, des chefs d'entreprise sont tombés dans ce piège. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la psychologie humaine. Le cerveau amoureux fonctionne différemment. Quand on tombe amoureux, notre cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine, les mêmes substances que dans certaines addictions. Littéralement, être amoureux modifie notre capacité de jugement. On voit uniquement ce qu'on veut voir. Et il faut savoir que l'investissement émotionnel crée un biais. Plus on a investi dans la relation du temps, des émotions, parfois même de l'argent, plus il est douloureux d'accepter que tout est faux. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Admettre la fraude, c'est admettre que des mois de bonheur étaient une illusion, c'est un deuil. Et puis il y a la honte anticipée, elle paralyse. Votre proche sait peut-être que quelque chose, quelque part, cloche, mais admettre avoir été trompé, c'est s'exposer au jugement. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? C'est souvent plus facile de continuer à croire que d'affronter la honte. Et enfin, il y a la solitude. Beaucoup de victimes de fraude à l'amour traversent une période difficile. Un divorce, un deuil, un déménagement, une retraite récente. Le fraudeur a comblé un vide. Accepter que c'est faux, c'est accepter de retourner à cette solitude. Il faut donc bien comprendre tout ça parce que c'est la première étape pour aider efficacement. Parce que vous n'êtes pas en guerre contre la naïveté de votre proche. Vous êtes face à des mécanismes psychologiques puissants exploités par des manipulateurs professionnels. Alors comment aider quelqu'un sans braquer cette personne? Je dirais que c'est le cœur de cet épisode. Vous avez identifié les signes. Vous êtes convaincu que votre proche est victime. Et maintenant, comment l'aider? La règle numéro 1, c'est de ne pas affronter la personne frontalement. Ah oui, je sais. C'est frustrant. Vous voyez le train arriver et vous voulez crier, mais une attaque frontale, comme du style « c'est une arnaque, tu te fais avoir, ouvre les yeux enfin », va provoquer l'effet inverse. Votre proche va se braquer, se sentir jugé et probablement se raccrocher encore plus au fraudeur. Parce que le fraudeur, lui, il comprend. Le fraudeur, il ne juge pas. Donc, première chose, respirez. Acceptez que ce soit un processus, parfois long, et pas une conversation unique. Restez présent. Maintenez le lien. Et c'est peut-être la chose la plus importante et la plus difficile. Ne coupez pas les ponts. Même si la conversation ou les conversations sont tendues, même si vous êtes en désaccord, restez là. Continuez à appeler, à proposer des sorties, à montrer que vous êtes présent. Pourquoi? Parce que le fraudeur travaille à isoler votre proche. Si vous disparaissez, vous lui facilitez le travail. En fait, votre présence constante est un rappel qu'il existe un monde réel avec des gens qui l'aiment vraiment. Et puis posez des questions plutôt que d'affirmer. Au lieu de dire « mais c'est un arnaqueur enfin », essayez plutôt « comment est-ce que vous êtes rencontrés exactement ?» Ou « c'est prévu quand votre première rencontre ?» Qu'est-ce qui se passe quand tu proposes un appel vidéo? Dis « t'as déjà pu vérifier son histoire ?» L'objectif n'est pas de piéger le proche, c'est plutôt de l'amener à formuler lui-même les incohérences. Une prise de conscience personnelle, et on le sait, est infiniment plus puissante qu'une vérité imposée de l'extérieur. Alors partagez des informations, pas des jugements. Au lieu de dire « enfin, t'es naïf », vous pouvez dire « j'ai lu un article sur les fraudes à l'amour, c'est fou comme c'est répandu, tu sais. Des milliers de personnes tombent là-dedans chaque année. Et les fraudeurs, apparemment, sont vraiment des professionnels. » Vous pouvez mentionner des témoignages de victimes, des documentaires sur le sujet. Pas en disant « regarde, c'est toi ». Non. En présentant ça comme des informations générales. Laissez votre proche faire ses propres connexions. Et puis parlez de vos émotions, pas de ses erreurs. La communication non violente ici fonctionne très bien. Au lieu de dire « enfin, tu fais n'importe quoi », essayez plutôt quelque chose du style « tu sais, je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu souffres. Ça me fait de la peine de te voir envoyer tout cet argent, tu sais.
Exprimez votre réalité sans accuser. C'est beaucoup plus difficile à rejeter qu'une attaque. Et puis, proposez de l'aide concrète plutôt que des ultimatums. Tu sais, si tu as besoin, si tu as un doute par exemple, on pourrait faire une recherche sur ton ami. Tu veux que je t'aide à vérifier certaines informations? Ou si tu as besoin de parler à quelqu'un de neutre, je peux t'aider à trouver un conseiller, tu sais. Vous vous positionnez comme un allié, pas comme un adversaire. Alors préparez-vous au long terme. La prise de conscience peut prendre du temps, des semaines, des mois parfois. Malheureusement, souvent ça ne vient qu'après une perte financière significative. Votre rôle est d'être là quand ça arrive. Et si ça devient vraiment urgent, si votre proche s'apprête à envoyer des sommes importantes, à hypothéquer sa maison, on l'a vu, ou prendre des décisions irréversibles, vous pouvez essayer d'intensifier votre approche, mais faites-y attention, par exemple en impliquant d'autres personnes de confiance pour montrer que l'inquiétude est partagée, ou consulter un professionnel. Certains psychologues sont formés à ces situations. Et dans les cas extrêmes, des mesures légales de protection existent, mais c'est vraiment le dernier recours, faites attention à ça. Et puis un jour, ça va arriver. Votre proche réalise, peut-être grâce à vous, peut-être parce que le fraudeur a fait une erreur, peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est un moment crucial. La manière dont vous allez réagir va déterminer la suite. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire, mais je pense que vous l'avez compris, c'est du style « Ah, je te l'avais dit ». Non, ça jamais. Même si vous l'aviez dit, même si vous l'aviez répété 100 fois, sachez que ces mots-là seront destructeurs. Pas de « Mais comment t'as pu, enfin ?» C'était évident. Votre proche le sait déjà. Et il se le dit peut-être même déjà en boucle. Ce dont votre proche a besoin aujourd'hui, c'est de la compassion, pure et simple. Je suis là. C'est pas ta faute. Ces gens sont des professionnels, ils font ça tous les jours. Et de l'aide pratique. On va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Porter plainte, contacter la police, la banque, trouver du soutien psychologique. Il faudra de la patience. Le deuil de cette relation, même fictive, est réel. Les émotions vécues étaient réelles, elles aussi. Laissez à votre proche le temps de pleurer quelque chose, même si ça n'existait pas vraiment. Et après, je dirais, encouragez votre proche à en parler. À un professionnel, si possible, à des groupes de soutien qui existent pour les victimes de fraude à l'amour. Peut-être même témoigner, ça peut aider à guérir. Et ça peut surtout aider à protéger d'autres personnes. Pour finir, je dirais que si vous écoutez cet épisode, c'est certainement parce que vous êtes dans cette situation. Et je voudrais que vous sachiez quelque chose d'important. Ce que vous vivez est épuisant. Voir quelqu'un qu'on aime, s'enfoncer dans une illusion, être impuissant face à cette situation, c'est douloureux. Et vous aussi, vous avez le droit de chercher du soutien. Mais ne lâchez pas. Votre présence, votre patience, votre amour inconditionnel, c'est ça qui fera la différence. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Et ce jour-là, votre proche aura besoin de vous comme jamais. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode du Fraudeur, le hacker et vous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, n'hésitez pas à partager cet épisode. Parfois, c'est en entendant une voix extérieure qu'on commence à voir les choses différemment. Et en tout cas, prenez soin de vous et prenez soin des autres, et peut-être même abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le hacker et vous.